comment le sport peut être vecteur d'inclusion, d'intégration sociale. Le sport incarne, vous le savez, des valeurs évidemment individuelles et collectives. Il peut être aussi un vecteur d'inclusion pour ceux et celles qui se sentent ou que l'on a marginalisés. Comment le sport peut-il donner à chacun l'envie de se dépasser, de croire en ses chances, de travailler, de s'épanouir dans la société? Quelles approches aussi adopter pour faire des pratiques sportives un puissant vecteur d'intégration sociale? Pour en parler aujourd'hui, Larbi Ben Bedaoud est à mes côtés, champion du monde 99, vice-champion olympique 2000 au Jeux de Sydney et à l'heure actuelle entraîneur de l'équipe de France féminine de judo. Il est avec nous parce que, comme ça, on me sent protégé. Non, c'est pas vrai. Il est avec nous parce qu'il est je sais que vous êtes super modeste. Vous avez une belle bague. Vous saviez que ma couleur préférée, c'était le turquoise. Elle est magnifique. Non, sérieusement, vous êtes aussi un des rares Français d'origine maghrébine à avoir atteint ce niveau de responsabilité dans une fédération nationale à ce poste-là. Hein. Et vous avez jamais oublié un truc, c'est l'endroit où vous êtes né, l'endroit où vous avez grandi et les coups de pied au cul que vous avez dû vous donner pour en arriver où vous êtes. Donc vous allez nous en parler, bien sûr. Allez-y. Élise Curioni, c'est chouette parce que j'entends parler de vous depuis longtemps. Je vous avais jamais croisé. J'entends parler de vous parce que, ne serait-ce qu'en termes de RSE et d'initiative au sein des grandes entreprises, vous êtes connu aussi. Votre association est connue pour ce qu'elle fait, Sport dans la ville. Sport dans la ville, c'est une association qui a été créée en 98. Elle est la principale association d'insertion professionnelle par le sport. C'est bien ça? Et vous vous occupez de combien de gamins, en gros, à l'heure actuelle? Il y a 6500 jeunes sur 4 grandes régions qui sont les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud. Tout juste débarqué d'un avion en provenance de Thaïlande, ce qui explique quand même cette espèce de mine-là que je lui envie. Elle s'appelle Yoko Youssouf, elle est directrice des programmes de Yunus Sports Hub. Hein. C'est l'une des, comment on peut dire, filiales du mouvement créé par le prix Nobel de la paix Mohamed Yunus, fondateur de la Grameen Bank et l'un des pères, enfin le père du social business, c'est ça? Du microcrédit. Vous n'êtes pas social business? Aussi social business. Ok. Arthur Vincent. Alors Arthur Vincent, c'est top parce que en fait, il a un truc pour faire apprendre les langues étrangères, la tolérance, la culture, l'ouverture sur le monde grâce au sport. Votre asso s'appelle Planet Citizen et elle va nous être très très utile, notamment dans les perspectives des Jeux olympiques de 2024. Voilà. Merci d'être là avec nos invités. Première réaction à cet extrait de la vie d'un entraîneur de foot, Yannick. Larbi Ben Bedaoud, est-ce que vous êtes retrouvé dans ce mélange d'autorité, de bienveillance et surtout il va au contact, cette proximité en fait avec les jeunes? Alors, il y a des principes, j'allais dire, fondamentaux dans l'entraînement, quelle que soit la discipline. Et là, après, peut-être que moi, je les ai remarqués plus particulièrement parce que c'est mon métier. De la bienveillance, je pense que c'est une des qualités qu'on doit avoir quand on est entraîneur. Savoir faire preuve aussi d'empathie. Mais après, il faut quand même respecter les exigences pour faire une performance. Et bon, peut-être que là, c'était pas un très très haut niveau, mais quand même déjà, on leur pose déjà un cadre. Après, il y a le positionnement de l'entraîneur qui est hyper important et le positionnement des coéquipiers. Et d'ailleurs, il y a un petit passage où il dit justement, je crois que c'est avec celui qui rigole tout le temps là, il lui dit il faut que tu fasses attention parce que tu rigoles tout le temps, mais après quand c'est un match sérieux, si toi tu deviens sérieux, tu vas
tu vas, tu vas influencer les autres, tu vas transmettre quelque chose aux autres. Donc, et ça, quelque part, c'est tout le monde. Et le premier à devoir le faire ça, c'est l'entraîneur. Et je dis souvent que quand on accompagne des athlètes et qu'on est serein dans l'accompagnement, ben on dégage de la sérénité. Donc et c'est extrêmement important. Et notamment par rapport au capital confiance qu'on doit transmettre à nos athlètes. Après, derrière, bien sûr, il ne faut pas se mentir. S'il n'y a pas de travail qui est fait, un travail de fond, on a beau essayer de leur augmenter leur capital confiance, si derrière, il n'y a pas eu de travail, ça va être compliqué. Mais tout ça mélangé, parce que parfois, il y en a qui font le travail, mais ils peuvent planter tout le travail juste à cause d'un positionnement qui n'a pas été bon. Donc, et ça, c'est le premier justement à montrer la voie et à montrer l'exemple, ça doit être l'entraîneur. Et après, derrière, avec son collectif. Voilà. Donc, alors, sur les sports co, c'est encore plus flagrant. Mais contrairement, si je vous pose la question, à votre avis, le judo, c'est un sport individuel ou un sport collectif? Yoko. Les deux. Bonne réponse. Parce qu'effectivement, quand on combat, on est tout seul. Quand on va combattre, si on va monter sur le tapis, c'est moi contre mon adversaire, on est tout seul. Mais on va dire que c'est un sport individuel à pratique collective. C'est-à-dire que si je veux progresser et évoluer dans ma discipline, je suis obligé d'avoir des partenaires. Et le paradoxe du haut niveau, c'est que mon partenaire, ça peut être mon adversaire demain, mais je suis obligé, quelque part, de travailler avec toi. Et pour progresser moi-même, il faut que je te fasse progresser toi aussi. Donc ça, c'est un peu le paradoxe de notre Quitte à se retrouver à l'hôpital avec je ne sais pas combien de broches, etc. Ouais. J'ai lu cette histoire. On la raconte, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette anecdote? Cette petite anecdote, c'est qu'il y a 3 ans de ça, j'ai été en déplacement en Turquie. Et à l'échauffement, il y a une personne que vous devez connaître, qui s'appelle Teddy Riner, qui m'a dit, ouais, parce que je l'ai entraîné quand il était plus jeune, en junior. Il m'a dit, ouais, l'arbitre, tu veux pas qu'on s'échauffe ensemble et tout, donc on fait un peu de ce qu'on appelle dans notre jargon, enfin le kumikata, le travail de saisie. Donc je combats avec lui, voilà, Puis au bout de 10 minutes, je suis fatigué, je dis j'arrête. Et lui, il me dit encore une dernière séquence, une séquence de trop. Donc il me prend et puis il me jette, et au moment où il me jette, il tombe et il veut pas me tomber dessus en voulant bien faire, et il veut m'esquiver, et en fait il tombe sur ma main. Et là, je rappelle les mensurations de notre ami Teddy, 2,03, plus de 150 kilos. Donc c'est un arbre qui m'est tombé sur la main. Voilà. Et après, derrière... Alors après, c'est marrant parce que de toute ma carrière d'athlète, j'avais eu aucune opération. Il a fallu que je sois entraîneur et que je me blesse avec le plus grand judoka de l'histoire. Et quand je me suis pointé à l'hôpital, alors je me rappelais toujours les infirmières, anesthésistes. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Je dis, je combattais avec Teddy Riner, il m'est tombé sur le main. Et il me regardait comme ça, il dit, non mais sérieusement, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé dans les escaliers. et comment il s'est excusé ou moi? Lui, il était dépité, il était dégoûté, il dit, excuse-moi, il l'a pas fait exprès. Mais ça fait partie des risques du métier, c'est-à-dire, ça fait partie du truc. Donc dans notre milieu, ça reste anecdotique. Après, les blessures, ça peut arriver. C'est arrivé avec... Alors ça a fait couler de l'encre et tout ça, parce que c'est arrivé avec Teddy Riner. Voilà. Non mais c'est classe quand même. C'est classe. C'est classe, si j'avais pu éviter d'avoir... Donc du coup, il m'a marqué à vie. Et la seule cicatrice que j'ai, voilà, c'est Riner. Si j'avais pu éviter, ça aurait été mieux. Alors, peut-être juste avant d'attaquer le sujet, et ce que vous aimez, ce dont vous aimez beaucoup parler, Elie, je sais, c'est la proximité. Vous, vos terrains, vous les installez au pied des immeubles. Hein. Vous êtes une fervente partisan d'aller vers. Hein. Oui, tout à fait. En fait, le principe de Sport dans la ville, donc c'est l'association a 20 ans, vous le disiez, et c'est toujours le même mode de fonctionnement quand on arrive sur un territoire. On s'inscrit vraiment en pied d'immeuble. Donc on est dans des quartiers prioritaires, donc qui sont souvent assez denses, entre 3 et 10 000 habitants,
plus de 10 000 pour certains. Et on intervient, on construit un centre sportif donc, qui est flambant neuf dans des quartiers où il y a des infrastructures sportives, mais qui sont, des fois on récupère des terrains vagues qui sont vraiment à l'abandon, qui servent à tout sauf à faire du sport. On va le réhabiliter, donc le reconstruire, avec évidemment l'accord et le soutien de la ville. Et on arrive vraiment au cœur du quartier, donc souvent on nous demande mais comment vous allez chercher vos jeunes, comment vous sourcez les jeunes. En fait, on ne les source pas, on va s'installer chez eux. Donc on a toutes les tours qui donnent, des fenêtres qui donnent sur le terrain. Donc ils viennent, ils jouent au foot, c'est à des espaces de proximité, tous les mercredis, tous les samedis, c'est gratuit. Et ensuite, ils repartent chez eux, ils prennent leur douche. Donc nous, on a à ciel ouvert 24/24. On anime les séances le mercredi, le samedi, mais le reste du temps, il est ouvert, le centre il est ouvert pour les écoles avoisinantes, les maisons de quartier, les grands, enfin voilà, tous ceux qui veulent pratiquer du sport. Mais cette proximité-là, ce aller vers, finalement, je pense à vous, par exemple, Arthur Vincent, qui prenait l'ouverture sur le monde, etc. Est-ce que le sport ne devrait pas, au contraire, permettre aux jeunes de sortir de leur monde à eux et d'aller vers un autre monde, plutôt que de rester finalement en immersion tout le temps? Le sport, c'est un réseau. C'est-à-dire qu'un jeune qui pratique un sport, il va avoir des amis potentiels dans le monde entier, avec qui il peut pratiquer le sport, avec qui il parle un langage commun qui est celui de sa passion. C'est des sujets de conversation aussi. J'ai eu plein de conversations avec des gens sur le football, par exemple, avec des gens avec qui j'avais rien d'autre en commun. Et nous, ce qu'on fait à Planet Citizen, c'est que justement on met à profit cette passion pour le sport, la régularité des entraînements, le cadre de l'entraînement pour proposer aux jeunes des moments en immersion linguistique. Donc l'entraînement se déroule en anglais. C'est l'occasion pour les jeunes déjà de se débloquer en fait, psychologiquement par rapport au fait d'apprendre des langues, parce que ce qu'on voit c'est des jeunes qui disent « Ah, moi je parle pas anglais ». Mais en fait ils connaissent déjà plein de mots. Les mots de leur sport sont très souvent dans d'autres langues. Le judo par exemple, c'est un bon exemple. Les judokas ils connaissent plein de mots en japonais. En japonais. Et puis ensuite ce qu'on construit, c'est des partenariats avec des clubs sportifs à l'étranger. On utilise beaucoup les dispositifs européens comme le service volontaire européen, qui s'appelle maintenant le Corps européen de solidarité, pour alors on est à l'état du projet pilote, on n'en est pas encore là, mais nous on a déjà fait venir des entraîneurs sportifs étrangers en France. On a eu nos 2 premiers qui sont arrivés en juin, et la prochaine étape, ça va être d'envoyer des jeunes de Seine-Saint-Denis, des territoires où se déroulent les Jeux Olympiques, donc là on est bien d'accord qu'ils vont pas rester au pied de leur immeuble. Donc vous ne prenez pas le aller vers, au contraire, c'est les jeunes qui vont aller vers un autre monde. Est-ce que vous pourriez, par exemple, dans votre système à vous, Élise Corioni, organiser des entraînements en anglais au pied des immeubles? Est-ce que ça marcherait? Pour la petite histoire, j'ai découvert qu'en fait on connaissait Arthur. Voilà, j'ai découvert ça hier. Mais non, en fait, nous on utilise le sport comme moyen de créer du lien avec les jeunes dans leur quartier, pour ensuite les ouvrir vers d'autres réalités à l'international, dans le monde de l'entreprise. Donc vraiment, le sport, c'est le prétexte pour créer un cadre qui est sécurisant, qui est un cadre de confiance, où ils travaillent sur leur développement personnel. Et ensuite, effectivement, quand les jeunes grandissent et quand les jeunes nous le demandent, parce que tout est sur la base du volontariat, on a des programmes d'échange à l'international avec des associations comme celle de RAI au Brésil, à Chicago avec Urban Initiative, avec Dream à New York, en Inde avec Tomorrow's Foundation. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler aussi sur cette découverte d'autres réalités. Et le sport, c'est, tu le dis très bien, c'est un langage commun. Et en fait, Arthur, on a travaillé. Arthur, en fait, ils sont domiciliés au Franc-Moisin, juste au pied d'un immeuble, d'un centre sportif de sport de la ville. Et on a travaillé avec des volontaires de Planet Citizen qui sont venus. Donc voilà, on va vraiment travailler avec des structures qui sont localement implantées sur les territoires.
Et pour vous, Yuko, Youssouf, est-ce que cette idée finalement d'être à l'aise avec le milieu d'où l'on vient grâce au sport pour mieux s'envoler, est-ce que ça participe de l'association qui est la vôtre et du mouvement qui est le vôtre? Exactement. Et en fait, donc nous, le Younous Sport Hub, on est sous le leadership. On va utiliser le sport et le social business pour répondre à des problématiques humaines. Et en fait, une petite anecdote, c'est que, pour faire lien à ce que vous disiez, professeur Younous avait été invité aux Jeux de Rio en 2016 à s'adresser aux participants. Et il a vraiment insisté sur le fait qu'en fait, le sport a vraiment ce pouvoir d'inspirer tout le monde partout. Qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, peu importe le pays. Et je crois que c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est le sport, en fait, c'est un prétexte. Et avec ce prétexte-là, en fait, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut saisir pour favoriser l'inclusion ou pour répondre à plein de problématiques sociales. Larbi, quelle est votre expérience en la matière, vous, vos entraînements, les premiers, quand vous étiez petit, ils ont eu lieu au pied de votre immeuble aussi, ou dans des salles proches de votre immeuble, où vous êtes... Alors moi, je suis un petit peu, j'allais dire, j'ai des rétroviseurs, je regarde dedans et je sais d'où je viens. Après, je me suis aussi toujours battu contre tous ces, des fois, n'ayons pas peur des mots, des clichés. Je m'appelle Larbi Ben Boudaoud, effectivement. Je suis champion du monde de judo et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Vous savez, le 93. Ah, ça fait peur. Et donc, là où ça m'embête, c'est que souvent, et je pratique un sport où il est connu et reconnu en France, et voire dans le monde entier. Allez, on va rester pour la France. Pour les champions qu'on a eus, des grands champions, des Douillet, des Riner, et j'en passe. Voilà. Et donc on a une belle vitrine de champions, mais aussi surtout par rapport aux valeurs éducatives que transmet notre discipline. Et je pense que le fait que ce sport vienne du Japon, cet art martial où il y a tout un cérémonial, le salut, voilà, donc ça c'est extrêmement important. Ça nous a aidés. Et on a notre code moral, pour ceux qui connaissent, voilà, qui sont, à mon avis, des valeurs qui ne devraient pas être spécifiques à notre discipline, mais qui sont des valeurs universelles. Et aujourd'hui, moi, en devenant champion, et issu de la Seine-Saint-Denis, eh bien, j'ai pris conscience que j'étais ambassadeur de ces valeurs, mais je ne voulais pas qu'on m'enferme uniquement dans la Seine-Saint-Denis. Des anecdotes, malheureusement, je peux vous en donner beaucoup d'anecdotes sur notamment certains politiques ou voire certains médias qui, justement, voilà. Tu disais tout à l'heure, moi, où j'ai fait judo, elle était au milieu d'une cité, la salle de judo, ok ? Quand on a voulu faire des reportages sur moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, Larbi, ça serait bien que tu sois en kimono avec les gamins dans un hall, voilà, avec les... Je dis, mais il est hors de question. Je dis, oui, je fais un travail, oui, je suis dans un milieu défavorisé, il n'y a pas de problème. Mais il y a un dojo, il est au milieu. Venez rentrer, vous allez voir les gamins, ils viennent au dojo, vous allez voir le travail qu'on fait avec les gamins, tout ça. Donc, alors, c'est pour ça que je suis un petit peu partagé, c'est-à-dire que en même temps, je veux bien être, parce que de toute manière, c'est mon statut qui veut ça, j'ai été champion, voilà, donc tu dois assumer ton statut de champion et essayer de transmettre justement les bonnes valeurs, mais en même temps, je ne veux pas tomber dans le cliché. Et il y a quelques jours, c'est le hasard des calendriers, pas quelques jours, c'était hier. Hier, j'ai été parrain d'une promotion, c'est une association qui s'appelle Impulsion 75, qui fait des sessions justement à travers le sport, ils accrochent avec le sport, voilà, des sessions pour essayer de récupérer des gamins qui sont en décrochage scolaire ou voilà, enfin, on n'a pas peur des mots, des jeunes qui galèrent. Donc voilà. Il y a des passerelles quand même avec ce que vous faites. Hein. Bien sûr. Et donc la dernière promotion, elle a porté mon nom. Et hier, j'ai été vraiment très très ému quand j'ai vu les gamins. J'étais à l'ouverture, donc c'est des sessions qui durent 6 semaines. J'étais à l'ouverture et lors de l'ouverture de cette session qui portait mon nom, volontairement j'ai sollicité des jeunes avec le micro pour les faire parler. Et 6 semaines après, là on leur a mis le truc et chacun devait faire cet exercice de passer. Donc après, bon, ils ont travaillé justement, hein, ils ont fait
Bon, ils travaillent sur la préparation aux entretiens d'embauche. Enfin, bref. Et c'est du coaching, en fait. Et je les ai vus évoluer, les gamins, en 6 semaines, c'est incroyable. Conclusion. Bah, en fait, dans ces quartiers, il y a énormément d'énergie. Je pense. Des gamins qui ont vraiment beaucoup d'énergie. Et parfois beaucoup de talent. Et ce qu'il faut, c'est que ma porte d'entrée, c'est le sport. Mais aujourd'hui, je pense que ces énergies-là, eh ben, ces gamins, il faut les, peut-être via le sport, hein, il faut leur apprendre à canaliser cette énergie et la transformer en énergie positive pour qu'après, chacun puisse évoluer avec son rêve. Voilà. Après, le haut niveau, c'est un système élitiste. Il faut pas leur mentir. Voilà. Des champions du monde ou des champions olympiques, il n'y en a pas beaucoup. Mais tu as le droit de rêver. Et à travers le sport, nous, on va leur transmettre des valeurs qui vont faire qu'ils vont s'accrocher, qu'ils vont avoir pour atteindre leurs objectifs. Et après, derrière, à eux de trouver leur voie, chacun dans leur truc. Et pour conclure, ce que je leur ai dit, c'est que vous voyez le champion en face de vous. Je peux vous parler du travail que j'ai fait pour être champion et tout ça, mais quelque part, vous pouvez aussi être champion, mais champion de votre vie. Et à travers le sport, voilà, je sais que c'est une bonne école. Et à travers aussi beaucoup d'associations, beaucoup de personnes. Et donc, aussi pour conclure, je trouve ça super justement de les ouvrir à autre chose. Une des plus belles expériences, excusez-moi, de ma carrière, c'est justement d'avoir voyagé énormément. Et après, bon, effectivement, comme j'ai été champion, ça a facilité un peu les choses. Mais aujourd'hui, eh bien, dans tous les quartiers de France et de Navarre, voire dans le monde entier, si j'atterris dans un pays, j'aurai toujours un collègue judoka champion du pays qui va me... Bon, après, c'est sûr que quand on a été champion, ça facilite la chose. Mais c'est quand même un sacré réseau qu'aujourd'hui, si tu en fais bénéficier aux gamins, je trouve ça extraordinaire. Chapeau. Dans votre témoignage, Larbi, moi, il y a une chose qui me frappe aussi, c'est la notion de temps long. Vous parliez, je les ai vus évoluer pendant 6 semaines. Donc cette notion de temps long, Élise, dans votre et Yoko aussi, hein, dans vos 2 associations, c'est important de voir les enfants grandir, en fait, de voir les jeunes grandir, qu'il n'y ait pas que des one-shots, que des opérations. Nous, on ne travaille pas encore vraiment avec des enfants. Les programmes qu'on a, c'est plus pour les adultes. Mais en effet, dans tout ce qu'on fait, il y a une notion de pérennité. Ouais. C'est l'idée vraiment de mettre en place des actions qui ne vont pas seulement avoir un effet positif aujourd'hui, mais dans 5-10 ans. Et c'est vraiment pour ça que nous, on combine le sport et le social business et qu'on accompagne même des associations à faire évoluer le modèle pour se dire on sera encore là dans 10-15 ans à créer des modèles qui vont être pérennes et qui vont continuer d'accompagner les populations. Juste un exemple, par exemple, de social business. Social business, déjà, pour le social business, donc il y a plusieurs règles, mais il faut retenir 2, je pense. Un social business, c'est vraiment un business qui, avant tout, est créé pour répondre à une problématique humaine. Ça peut être le chômage, la violence faite aux femmes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le critère principal. Et le deuxième, c'est de le faire avec le sourire. Non, mais un exemple, alors justement, à partir de là, de lien avec le sport. Avec une association, par exemple, on a accompagné une association en Colombie. C'est une association qui s'appelle Tierra del Mar. Et elle utilise le surf pour accompagner les enfants et les aider à retourner à l'école. Alors, beaucoup qui ont décroché scolairement, donc ils donnent des cours de surf. Et nous, on les a accompagnés pour développer un business model de sorte à ce qu'ils ne soient pas uniquement dépendants des dons. Donc pour se dire qu'ils vont pouvoir avoir d'autres sources de revenus. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils vont recycler le plastique. C'est un des gros problèmes qu'il y a à Tirabamba, sur l'île où ils sont. Et ils vont recycler le plastique et le transformer en équipement sportif. Donc en fait, ils vont faire des ailerons de surf et les revendre notamment à la Ligue nationale colombienne. Le temps long. Effectivement, moi, à l'Arbi, il y a plein de trucs que tu dis qui font vraiment écho au travail que les éducateurs sur nos terrains font, parce que les centres à Sport dans la ville, ils sont ouverts à partir de 6 ans. Et en fait, les éducateurs
quand on nous demande un peu pourquoi ça marche Sport dans la ville, ça marche parce qu'au-delà de la construction, il y a une présence physique de personnes qui sont avec des blouses de sport dans la ville et qui sont présentes tous les mercredis, tous les samedis. Et en fait, si on construisait le terrain de sport et qu'ensuite il était laissé, ce serait toujours les mêmes qui pratiqueraient du sport. Ce seraient des garçons, ce seraient des grands. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est le fait que quand il y a une présence d'un éducateur, il impose des règles, il impose un cadre, il permet à des petits de venir, il connaît les familles. Parce que quand on est vraiment sur un territoire, voilà, toutes les familles, on les connaît. Enfin, les éducateurs, ils ont vraiment un lien de proximité avec les jeunes. Et les jeunes, en fait, ils grandissent avec l'asso. Alors nous, à la différence, on n'est pas sur du sport de compétition, on est sur du sport de loisir. Mais une partie des jeunes qui sont inscrits à Sport de la Ville sont aussi inscrits en club sportif et c'est très bien pour eux. Mais on permet de transmettre des valeurs éducatives et on va les accompagner dans leur choix d'enfants, d'adultes et suivre leur parcours, en fait, et leur croissance. Vous pouvez même les conseiller lorsqu'ils entrent en apprentissage. En fait, par ce exemple, qui s'est passé à l'association, c'est qu'au début, on est parti du principe que le sport était un levier éducatif. Donc, on travaillait vraiment sur les valeurs du sport, donc l'assiduité, le respect de l'autre, enfin voilà, des valeurs que vous connaissez parfaitement, la ponctualité. Et en fait, comme on a vu dans l'émission, là, dans le petit film, et en fait, c'est à partir de 13-14 ans que les éducateurs se sont rendus compte que les jeunes qu'on accompagnait dans ces quartiers prioritaires avaient des vraies problématiques scolaires, décrocher son stage de 3e quand on n'a pas papa et maman qui nous offrent sur un plateau le stage, c'est pas évident. Se trouver son alternance, on a des jeunes qui sont complètement sortis des rails, qui sont ni en formation ni en emploi. Et c'est à partir de ce moment-là, donc il y a plus de 10 ans de cela, qu'on a monté des programmes d'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, on a des responsables d'insertion qui, du coup, vont prendre le relais des éducateurs sportifs pour travailler avec un véritable suivi des jeunes sur leur insertion professionnelle. Mais le sport reste un filigrane de toute notre action, puisque le sport permet, on a des sas de remobilisation pour des jeunes qui sont complètement décrochés. Donc les jeunes, ils sortent plus de chez eux, ils sont devant la console toute la journée. Et l'idée, c'est de pouvoir leur dire, venez faire du sport, parce qu'on sait que ça sera toujours plus sympa de leur dire ça que venez vous lever à 7h du matin pour aller découvrir un entrepôt. C'est quand même plus fédérateur. Et grâce au sport, ensuite, on les amène vers le monde de l'entreprise. On fait venir des salariés. Donc, par exemple, il y a des directeurs de magasins de Decathlon qui viennent. Ça s'appelle Viens en short. Et ils viennent sur nos terrains. Ils arrivent en short. Ils se prennent 6-0 avec les jeunes. Et puis ensuite, dans la foulée, ils font passer des entretiens d'embauche aux jeunes. Et ils leur font des petits ateliers CV, l'aide de motivation. Voilà, le sport, c'est un super vecteur. Et comme tu disais, c'est un langage commun, en fait. Donc, avec un grand patron, avec des salariés d'entreprise, avec des jeunes, quel que soit leur âge, c'est un moyen de créer du lien. Et nous, en tous les cas, sur un territoire, c'est ce qui fonctionne bien. Qu'est-ce qui a motivé la création de Planet Citizen? C'est vraiment la perspective des jeux ou bien c'est ça? Tout à fait. Bon, moi, j'avais une expérience de quelques mois de prof contractuel au lycée Jacques Brel de la Courneuve. Il se trouve que je parle anglais, j'ai passé plusieurs années à l'étranger et du coup, j'enseignais l'anglais, mais aussi je motivais mes élèves à ouvrir leurs horizons, essayer de trouver des moyens de partir à l'étranger, soit aller faire leurs études à l'étranger directement après le bac, comme j'ai fait. Il y a plein de possibilités. Vous étiez où? J'étais en Écosse, à Aberdeen et à Hong Kong aussi. Et des études gratuites payées par le gouvernement écossais. Il y a plein d'opportunités de partir à l'étranger et de ne pas payer ses études, dans la Scandinavie en particulier. Et ça, c'est un truc que vous vous êtes trouvé ou que vos parents vous ont trouvé? Ça, c'est génial, ça. Je m'étais débrouillé. Mais il y a plein d'accompagnements pour le faire. Et du coup, mes élèves, c'est ce que je leur disais. Je leur disais, déjà, apprenez les langues. Hein, c'était mon taf, prof d'anglais. Et vous voyez les opportunités que vous pouvez avoir pour partir à l'étranger. Donc via les études, mais via juste aller chercher un job. On peut faire, il y a du bénévolat, il y a plein d'opportunités de juste partir. Même si mais c'est très compliqué hein, pour un jeune adulte qui a grandi en Seine-Saint-Denis et qui souvent rien que le fait d'aller à Paris pour lui c'est déjà un challenge. Moi j'ai beaucoup entendu de la bouche de mes élèves que Paris c'est loin, c'est pas pour nous, je sors pas quoi. Et du coup il y a beaucoup de déblocages à faire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, à l'issue de cette expérience, je ne me sentais pas de continuer dans le cadre
peu contraignant de l'éducation nationale. Et les Jeux Olympiques ont été attribués à Paris et à la Seine-Saint-Denis. Parce que vous avez le stade olympique, le stade de France qui est en Seine-Saint-Denis, la piscine olympique qui va être construite juste en face, à Saint-Denis également, le village olympique. Vous avez énormément d'équipements aussi au Bourget, etc. Les Jeux Olympiques de 2024, c'est les Jeux Olympiques de la Seine-Saint-Denis. Et je pense que un événement comme celui-là, il peut vraiment déclencher une dynamique dans la société. Moi, il se trouve que je continue un peu à parler de ma vie, j'espère que ça vous passionne. Je suis né en Savoie. Et en 1992, il y a eu les Jeux Olympiques d'Albertville. Et moi, à 5 ans, je marchais avec la torche olympique. J'étais allé voir un match de hockey. Avec mes parents aussi, on avait fait une réunion pour accueillir des familles d'athlètes, notamment d'Europe de l'Est. Finalement, ce n'était pas fait. Mais je me souviens de ce moment où les Jeux Olympiques étaient venus et c'était une grande fête. Et puis après, j'étais à Hong Kong en 2007-2008, donc avant les Jeux Olympiques de Pékin. Et les Jeux Olympiques de Pékin, ça a été un truc exceptionnel pour la Chine. À l'échelle de l'histoire de la Chine, c'est un moment où le monde vient et découvre ce pays. Il y a une espèce de validation de leur retour dans l'arène mondiale. Et tout le monde se passionne en fait pour cet événement. Et du coup, quand les Jeux Olympiques ont été attribués, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va en tirer en fait pour les gamins de la Seine-Saint-Denis, sachant que c'est un territoire qui est extrêmement carencé. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti l'année dernière qui montre à quel point l'État sous-investit dans ce territoire. Le lycée le moins bien doté de Paris est mieux doté que le lycée le mieux doté de Seine-Saint-Denis. Les temps de traitement des dossiers dans les tribunaux sont beaucoup plus longs, et pour être un peu plus trash, même si vous avez une crise cardiaque en Seine-Saint-Denis, vous avez beaucoup plus de chances d'en mourir que si vous êtes dans un autre territoire à côté, par exemple les Hauts-de-Seine. Ça, c'est des faits qui ont été démontrés dans le rapport parlementaire. Donc, et puis bon, quand on connaît ce territoire-là, on sait qu'il y a énormément de difficultés voilà, il y a une inégalité des chances qui est très large. Du coup, quand un événement comme ça arrive, on se dit qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va faire pour que le train ne passe pas sous le nez des jeunes et qu'ils en tirent vraiment quelque chose. Et du coup, quand on accueille les Jeux Olympiques, on accueille le monde entier, on accueille des visiteurs, il faut savoir parler plein de langues. Et il se trouve que la Seine-Saint-Denis a énormément d'énergie, énormément de compétences, et notamment des compétences linguistiques. On parle des centaines de langues en Seine-Saint-Denis. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que on allait se former aux langues, on allait partir déjà sur l'existant, sur les compétences linguistiques. Un gamin qui parle plusieurs langues à la maison, l'éducation nationale va jamais valoriser ça. Nous, on dit, c'est super. Il faut l'apprendre, il faut la travailler, cette langue maternelle. Et d'ailleurs, vu que tu es un expert en langue, on va continuer, puis on va en apprendre une deuxième, une troisième. Et puis en 2024, il y a des enfants qui ne sont pas encore nés, qui maîtriseront plusieurs langues. Donc tout le monde peut le faire. Et on a cette motivation qui sont l'accueil de cette grande fête internationale que sont les JO. Peut-être, j'aimerais bien voir la réaction de l'Army sur cette idée des Jeux Olympiques comme opportunité pour rattraper finalement toute cette inégalité et lutter contre l'exclusion en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites d'après vous? C'est une belle opportunité. Après, il faut savoir la saisir et l'exploiter. Déjà en termes d'infrastructure, c'est très très bien. Parce que les jeux seront que de passage, mais les infrastructures, elles vont rester. Et j'ai une petite pensée aussi pour les Paralympiques, puisque aujourd'hui, on parle des Jeux Olympiques, mais quand on reçoit les Jeux Olympiques, on reçoit aussi les Jeux Paralympiques. Donc ça veut dire qu'on est obligé de respecter des normes, des choses. Et ce qui veut dire qu'en fait, en accueillant les Jeux Olympiques, ne serait-ce que déjà en termes d'infrastructure, on va gagner 20 ans d'avance. Alors, c'est déjà bien pour un département comme la Seine-Saint-Denis qui en avait déjà 40 de retard. Donc on va dire, on va gratter un petit peu, c'est bien. Après, donc ça, déjà rien que ça peut être que bénéfique. Après, derrière, je pense que
il faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est-à-dire que c'est une opportunité. Mais après, il faudra savoir la saisir. Mais pas que le moment des Jeux Olympiques. Moi, j'ai eu la chance de faire 5 ou 6 Jeux Olympiques, 3 en tant qu'athlète, 3 en tant qu'entraîneur. Et j'ai vu différentes choses. Et aussi différentes manières, même en termes d'organisation et tout, et l'accueil des différents. Et croyez-moi, c'est une très, très, très belle fête. Quand je dis que c'est une belle fête, il y a à travers le sport, il y a une universalité, il y a une mixité, mais une mixité, j'allais dire, sociale, raciale. C'est réel, hein, c'est pas seulement de la com, c'est pas seulement pour l'image, vous l'avez vécu. De toute manière, dans le sport, t'as pas le choix. C'est réel. Et je souhaite que ce soit une réussite pour montrer que, oui, regardez, le sport vous montre l'exemple. Il y a une mixité dans le sport avec toutes les disciplines qui vont être représentées. Et c'est une belle fête, ça va être une réussite. Enfin, en tout cas, on va travailler pour ça. Donc, je reviens sur la Seine-Saint-Denis. Mais la Seine-Saint-Denis, parce que ça a été, on l'a identifié, mais malheureusement, il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis. Voilà. Mais la Seine-Saint-Denis peut montrer l'exemple, du fait que, oui, il y a une mixité sociale dans la Seine-Saint-Denis qui est énorme. Et donc, ça peut être une richesse aussi. Et donc moi, j'espère, il y a pareil, hasard des calendriers, il y a 2 jours, j'ai fait une initiation à une trentaine de personnes qui rentrent au COJO, comité d'organisation des Jeux. Et à la fin de la petite initiation judo, c'est peut-être mon côté coach qui a voulu ça, je me suis mis à leur mettre la pression, à les coacher en disant attention, faut nous faire ça bien, parce que on a qu'une opportunité. Parce que peut-être on ne sait pas quand est-ce qu'on aura les Jeux. Donc, au-delà des infrastructures, je pense que c'est un truc qui pourra peut-être faire prendre conscience à beaucoup de personnes que le mélange, c'est une richesse. Et si en plus on peut avoir quelques médailles en provenance de chez vous. Après, alors là, le sport, facteur d'égalité entre les hommes et les femmes aussi. Je sais que pour vous, Élise, et j'imagine pour vous, Yoko aussi, c'est important. Ça, vous insistez beaucoup dans le sport dans la ville pour que les femmes, finalement, retrouvent leur place dans le milieu sportif, autant qu'à la maison, autant que dans la vie professionnelle. Oui, dans les quartiers prioritaires et de manière générale en France, il y a autant de filles que de garçons. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que quand on est sur un terrain, et notamment de foot, à partir de l'âge de 10 ans, nous, la fréquentation des filles, elle baisse drastiquement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est super mix de 6 à 10-12 ans. Et à partir de 10-12 ans, il y a des filles qui restent sur le terrain. Souvent, elles sont très bonnes. Elles sont accueillies les bras ouverts parce qu'elles vont faire gagner l'équipe. Et celles qui sont là pour s'amuser, qui n'ont pas forcément un esprit de compète, elles n'osent plus fréquenter les activités sportives. Et en plus, elles ne sont pas inscrites en club parce que l'inscription en club, à partir d'un certain âge, il faut être bon, sinon on dégage, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est très clair. Donc voilà, du coup, la question c'est comment, se réapproprier l'espace public, parce qu'on est quand même sur des centres qui sont ouverts 24/24, qui sont accessibles en fait en théorie à tout le monde. Et 2, comment on continue à pratiquer une activité sportive régulière, gratuite, sachant que toutes les études montrent que les jeunes qui pratiquent une activité sportive à l'adolescence vont être enclins à la continuer après, là où quand ça s'arrête à 10 ans, on s'y remet à 30-35 ans. Quoi. Donc c'est catastrophique pour la santé, voilà. Et donc Sport dans la ville, on est assez attachés et on a en fait monté un programme. Enfin un programme, moi j'aime pas l'appeler programme, parce que je pense que c'est une action qui est transversale et qui du coup vise à accompagner les filles de l'ensemble de nos programmes, donc du sport jusqu'à l'emploi, parce que l'emploi c'est un vrai sujet aussi. Et l'idée c'est de pouvoir permettre aux filles de pratiquer du sport grâce à des séances dédiées. Donc on a ouvert des créneaux pour les filles où elles viennent à 20, 25, 30. Elles peuvent bien sûr rester en mixité sur les séances mixtes, mais le fait d'ouvrir des créneaux entre elles, ça les a rassurées dans un premier temps. Donc pendant là ça fait 10 ans que le programme existe. Pendant 5-10 ans, on a vraiment travaillé avec les jeunes filles pour les aider à s'approprier l'espace, à jouer entre elles, à créer du lien de confiance avec les familles aussi. C'est hyper important parce que derrière, le sport, c'est aussi, comme on disait, l'émancipation, c'est-à-dire de les faire sortir de leur quartier. Nous, au début, quand on proposait des visites d'entreprise, on avait les parents qui nous disaient « mais moi, ma fille, c'est hors de question qu'elle prenne le métro tout seul ».
ok, mais ta fille, elle va devoir trouver une alternance. Et sans prendre le métro, ça va être compliqué de trouver une alternance dans certains quartiers. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. On est sur des quartiers, alors pas à Saint-Denis en l'occurrence, mais sur d'autres sites, en tous les cas, dans lesquels on intervient, il faut pouvoir se déplacer. Donc, il faut travailler sur la mobilité. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les filles sur leurs pratiques sportives. Donc aujourd'hui, on est loin de la mixité, hein, mais on a à peu près 35% de jeunes filles sur l'ensemble de nos séances sportives et sur les programmes d'insertion professionnelle. Quand on fait des visites d'entreprise et quand on va par exemple dans des petites startups, dans le digital, etc., ou chez Alstom, première réaction, c'est « Ah ouais, non, mais ça, c'est pas fait pour moi ». Et quand on creuse, pourquoi c'est pas fait pour toi ? Ah ouais, non, c'est un métier de garçon. Mais ça veut dire quoi, un métier de garçon ? Et en fait, c'est vraiment d'essayer de travailler avec les filles sur les préjugés, sur leur posture, et en fait, on se rend compte qu'en France... voilà, quand on parle d'un patron, c'est souvent un garçon, c'est souvent un homme, et les femmes, elles ont besoin de se projeter. Et dans ces quartiers, en plus, le taux de chômage, il est très élevé. Enfin, nous, on intervient dans des quartiers, on construit des centres. Des fois, il y a plus de 40% de chômage dans certains centres qu'on construit. Et les filles, elles n'ont pas de projection. Elles ont du mal à se dire que tout est possible. Et je me rappelle un jour, en sortant d'une visite, donc on était Place Vendôme avec un groupe de jeunes filles, on avait parlé à une chief executive partner d'un grand cabinet d'avocats qui était une afro-américaine et qui, elle, avait réussi grâce à la danse. Comme ça, qu'elle avait intégré aux États-Unis une bonne université et qui ensuite, elle avait pris la tête de ce bureau à Paris. Et donc, elle avait parlé aux filles, ça les avait vachement ouvert, et je prends le métro en sens inverse au retour avec une gamine qui s'appelle Célia et qui habite au Franc-Moisin, et elle me dit mais tout ça de toute façon c'est pas pour moi, et elle a 16 ans, elle était orientée à l'époque dans une filière de formation où elle avait aucune idée des débouchés qui s'offrent à elle, ça lui plaisait pas, et je disais mais t'as 16 ans, donc en fait réoriente-toi, change de parcours, change de trajectoire, fais-toi accompagner, parce que si tu n'as plus de rêve à 16 ans, c'est pas possible en fait. Et je pense que c'est ça aussi, c'est l'idée de pouvoir les inspirer, de pouvoir rêver. Et pour faire la petite parenthèse... Qu'est-ce qu'elle est devenue et elle a accompagné donc elle est accompagnée maintenant depuis plus de 3 ans par Sport dans la ville. Elle a une marraine, et là aujourd'hui elle veut rentrer dans les forces de l'ordre, elle a un chemin, elle sait exactement ce qu'elle veut faire, et voilà, elle est partie à Lisbonne avec Sport dans la ville, et elle a compris à quel point c'était important aussi de voyager, ça va faire plaisir à Arthur. Ouais, et je trouve que là, ça fait 10 ans qu'on mène des actions pour les filles. Et en fait, on a mené une étude d'impact qui est assez intéressante l'année dernière et qui montre qu'en fait, notre action auprès des jeunes filles, ça fonctionne. C'est-à-dire que les filles, elles sont... en tous les cas, les filles qu'on accompagne, elles font beaucoup plus de sport que les filles des quartiers prioritaires, voilà, de la moyenne des filles des quartiers prioritaires, et même que la moyenne nationale. Mais on se rend compte qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas tellement d'aller sensibiliser les filles, c'est de travailler avec les garçons aussi, parce qu'on a 37% des garçons qui disent qu'ils sont assez peu enclins à la mixité, que ça dépend du sport, et je pense, et ça, je serais curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Le foot, c'est pas le meilleur sport pour la mixité, parce que les garçons sont dans leur zone de confort. Quand on fait des initiations à d'autres sports, et on a Fanny Estelle Posvit qui avait fait venir des filles à l'INSEP pour travailler, pour les initier au judo, etc. Et on se rend compte qu'en fait, quand on sort les jeunes de leur zone de confort, c'est beaucoup plus facile d'intégrer la mixité. Quand on arrive et faire une séance de rugby dans un quartier prioritaire, le rugby, c'est pas un sport encore très populaire dans certains quartiers, c'est beaucoup plus facile de créer de la mixité dans ces quartiers, et donc de diversifier l'offre sportive. Et là, les jeux, on a un boulevard, parce qu'honnêtement, dans la plupart des quartiers, donc nous, on est dans le 93, 95, et à Sarcelles, Drancy, Bobigny, Bondy, etc., quand on parle de judo, quand on parle de hand, ils connaissent pas du tout, et ils aiment bien, on les amène à des matchs, ils aiment bien, mais quand ils connaissent, il y a tout un travail en fait pédagogique à faire, montrer que le foot c'est super, c'est un super sport, mais voilà, c'est aussi bien de les ouvrir à d'autres valeurs, à d'autres sports, et ça, je pense que les jeux, c'est une super opportunité pour ça, de faire découvrir d'autres sports à des jeunes qui sont pleins de talent, pleins d'énergie, et à travers les valeurs de plein de sports, on peut arriver à faire des grandes choses. Élise Curioni, ça déménage. Hein. Bravo. Vous n'avez pas envie de l'applaudir, franchement. Franchement. mais moi, justement, comment se fait-il que vous ayez... C'est une opportunité professionnelle, l'arbitre, de prendre la tête d'être entraîneur à la base, des c'est une féminines. punition. On m'a puni, on m'a dit tu vas chez les filles. Non. Alors,
parlons-en, parce qu'on on pourrait... c'était dur au départ pour les femmes au judo, les premières, les pionnières, là, parce que c'est un sport de combat, et que bon, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui pratiquaient le judo, mais ça fait partie du passé, ça, maintenant. Maintenant, aujourd'hui, le fer de lance, enfin, je veux dire, la vitrine du judo français, c'est... Et je dis pas ça parce que j'en suis à la tête, c'est l'équipe de France féminine. Et aujourd'hui, au dernier championnat du monde, les garçons, c'est une médaille de bronze, et les filles, c'est 3 médailles d'or, 1 médaille de bronze. Donc là, elles ont montré l'exemple, et là, voilà. Après, derrière, nous, on est un sport où il y a toujours eu aussi des références des championnes. Pour montrer l'exemple, il y en a toujours eu. Alors là, on a une belle génération. Mais il y a aussi peut-être aussi des disciplines, et il y a des sports aussi qui devraient faire aussi des efforts de ce côté-là. Mais le nôtre, le judo, enfin, sans vouloir tirer la couette au judo, et je trouve que même nous, on ne communique pas assez là-dessus, c'est qu'on est une des rares disciplines où il n'y a aucune barrière. Quand je dis aucune barrière, c'est-à-dire que on parlait de la mixité sociale, aucune barrière sociale, on peut venir à l'image de notre équipe de France, hein, et quelles que soient les générations, hein, les actuelles ou à mon époque. Moi, à mon époque, voilà, j'étais issu de la Seine-Saint-Denis, la banlieue parisienne. J'étais en équipe de France avec David Douillet, qui était de Normandie. Alors chacun avec ses clichés, hein. Lui, le bonheur, il est dans le pré. Voilà. Et puis moi, à Seine-Saint-Denis, je sais pas, peut-être braqueur de banque ou je ne sais quoi. Donc, et enfin, tout ça pour dire que nous, dans notre discipline, peu importe. Tu es un garçon, tu es une fille, il n'y a pas de... Tu es grand, tu es fort, tu es petit, tu es maigre, on a des catégories de poids, on a tout. Donc, et ça, c'est extraordinaire. Et je trouve que il y a des disciplines qui devraient peut-être aller au-delà, ou peut-être faire évoluer leur règlement pour pas être uniquement dans la performance et la championnite. Peut-être élargir un peu les trucs pour que justement, eh bien, on puisse juste élargir ce truc-là. Rentrez, venez, voilà. Nous, au judo, voilà, si tu fais un... Enfin, s'il y a une gamine qui fait 1m80 et qui fait 110 kg, si son rêve c'était de faire de la poutre à la gym, elle est un peu en galère. Tu vois ce que je veux dire ? Donc peut-être qu'il devrait peut-être essayer de penser à des choses pour... voilà. Alors que nous, t'es le bienvenu. Peu importe. Alors aussi, parce qu'on a les catégories de poids. Voilà. Alors les jeunes filles, les jeunes hommes, tout le monde. Et ça, je trouve qu'on devrait faire... le sport français en général, hein, devrait faire quelques petits efforts là-dessus pour que justement il n'y ait pas toutes ces barrières et qu'on puisse pratiquer toutes les disciplines, quelle que soit sa situation sociale ou son physique ou voilà, son sexe. J'imagine que dans le domaine du social business, si les femmes peuvent, en plus de trouver une meilleure égalité avec les hommes, avoir accès à des systèmes de microcrédit spécifiques grâce au sport, ça peut être pas mal aussi. Est-ce que vous avez des exemples de ça ? Alors, nous, on ne travaille pas encore... Désolé. On ne travaille pas encore à procurer des microcrédits, mais par contre, c'est ce que le professeur Younous a fait dès le début, en fait, quand il a commencé la Grameen Bank. Il voulait vraiment aller soutenir les plus pauvres des plus pauvres dans son pays, qui est le Bangladesh. Et donc, c'était vraiment les femmes dans les villages. Donc, c'est à elle qui s'est adressée en particulier. Nous, le Younous Sport Hub, aujourd'hui, on s'adresse à tout le monde et ça peut être des problématiques qu'on peut identifier et qu'on va pouvoir certainement mettre en place dans les années à venir. Bien, je vais vous remercier alors, ça va être chouette. Juste, je vais conclure sur une chose, c'est... Il y a un truc aussi que Et je pense que ça contribue aussi à la réussite de notre équipe de France féminine. C'est que l'état d'esprit que j'essaie de leur transmettre, c'est qu'attendez pas qu'on vous serve le truc sur la table. Il faut aller le chercher. Après, nous, on va mettre des moyens. La Fédération française de judo il faut les sensibiliser là-dessus parce que je pense qu'après, quel que soit le truc, on parlait du projet en Seine-Saint-Denis, les Jeux Olympiques et tout, ou alors les terrains voilà,
en bas de chez eux, tout ça. Mais, donc il y a des gens qui vont se bouger, il y a des gens qui vont me tendre la main. Hein. Alors je suis en même temps pour les aider, pour les accompagner, mais je suis sans virer à l'assistanat. Il faut aller le chercher. Enfin, je veux dire par là, et sans toujours être en position de victime. Oh, ouais, c'est parce que je suis issu de ce quartier que tu veux pas, ou c'est parce que c'est parce que je suis une femme. Non. Alors il faut être méfiant, bien sûr. Il faut être sur ses gardes, qu'il n'y ait pas vraiment justement de discrimination, quelle qu'elle soit. Mais par contre, après, ça tombe pas du ciel. Voilà. Pour moi, une des qualités qu'il faut avoir pour réussir, quels que soient ses projets, alors avec chacun avec ses compétences, son talent, voilà, il y en a qui sont doués plus que d'autres, peu importe. Il y a et je conclurai là-dessus, à l'époque, quand on faisait les petites cartes de dédicace, là, quand on me demandait, Larbi, comment tu vas, il faut nous dire le judo en 3 mots, voilà. Bah, j'avais mis 3 mots, et pour moi, ça, c'est très important. Parce que sans ça, il n'y a pas de réussite. Les 3 mots, c'était travail, travail et travail. Voilà, donc c'était juste pour conclure là-dessus, de dire qu'il y a des gens qui vont faire le nécessaire, qui vont peut-être mettre des moyens humains, des gens bienveillants qui vont vous entourer. Voilà, on va mettre des choses en place. Mais après, il faut se prendre en main. Merci. Merci à vous.